Bonjour, vous êtes avec Pardieu pour l'Expert Game Award. Aujourd'hui, nous allons parler de Oath, Chronicle of Empire and Exile, un jeu de Cold World qui est édité par Leder Games et qui vous propose de vivre une aventure palpitante et qui va se passer sur plusieurs époques éventuellement, les époques étant faites par différentes parties que vous pourrez jouer, dans l'Empire de Oath. L'Empire de Oath est ce pourquoi nous allons nous battre entre joueurs afin de devenir le nouveau chancelier de la prochaine partie. Pour ce faire, il y a systématiquement dans le jeu un chancelier qui possède les troupes mauves et qui est déjà positionné au niveau du jeu en contrôlant 3 sites connus. Et ce sont ces troupes qui sont présentes ici qui possèdent ces sites. Et à côté de ça, nous allons avoir un ou plusieurs joueurs qui vont être des exilés ou des citoyens. Et chaque plateau de joueurs a une face recto et une face verso qui me permettent de dire je suis un citoyen ou je suis un exilé, et les actions de jeu vont être différentes selon que l'on est d'un côté ou de l'autre. Ici, une petite mise en place avec un seul joueur pour ne pas surcharger le plateau et qui est en exilé, mais on expliquera un petit peu les diverses possibilités. Oath va se jouer sur un maximum de 8 tours, mais il se peut très bien que le jeu se termine beaucoup plus tôt, comme c'est souvent le cas avec Cold World, qui va nous proposer des modes de fin qui vont différer. Alors on va commencer par ça, expliquer un petit peu ces différents modes de fin, comment est-ce que le jeu peut se terminer? Eh bien, il peut se terminer de diverses façons. La première façon, c'est avec le chancelier qui a atteint son objectif. Dans le jeu Oath, vous allez avoir à chaque partie un thème, une condition de victoire pour le chancelier qui va varier. Ici, j'ai pris la condition de victoire de votre première partie, à savoir contrôler le plus de sites. Je suis donc le chancelier, eh bien je suis celui qui est le Oathkeeper, celui qui tient cette petite plaquette-ci, qui dit que je suis le gardien de Oath, tant que je suis celui qui a le plus de sites sous mon contrôle. Donc ici, 1, 2, 3 sites sous mon contrôle. Dès que j'ai une petite troupe à ma couleur, c'est un site qui est sous le contrôle de moi, mais en fait plutôt de l'Empire, parce qu'évidemment je travaille pour l'Empire. Plusieurs conditions de victoire possibles. Si j'arrive ici et quand je passe de la manche 5 à la manche 6, je jette le dé et je fais 6 ou plus, et que je dispose du Oathkeeper en tant que chancelier, que donc j'ai bien la condition de victoire de suprématie, je vais être le vainqueur. Si ce n'est pas le cas, on va continuer à jouer. Ici, ce sera 5 ou 6. Quand je passerai de cette manche 7 à la manche 8, ce sera 3 ou plus, donc une chance sur 3 que ce ne soit pas la fin. Et enfin, à la fin du jeu, si je suis toujours le Oathkeeper, et donc j'ai en tant que chancelier le pouvoir de suprématie ici sur le jeu, je gagne. Première manière de gagner avec le chancelier, mais ce n'est pas tout. Il va y avoir dans le jeu les exilés et les citoyens. Un citoyen, quelqu'un qui va être de l'autre côté de son plateau, sa condition de victoire, ça va être effectivement que le Oathkeeper soit dans l'Empire et pas nécessairement entre les mains du chancelier, ça peut être entre les mains d'un citoyen. Les deux travaillent pour l'Empire et pour lui, ça va être d'avoir la condition du successeur. Dans chaque tuile de conditions de victoire pour l'Empire, il y a une condition pour le successeur. Eh bien, si le citoyen ici remplit la condition de successeur, il sera le vrai vainqueur à la place du chancelier. Ici, dans ma condition de fin de jeu, ça va être d'avoir le plus de reliques et de bannières. Les reliques, ce sont des cartes comme ceci. Les bannières sont des cartes ici. Eh bien, si le citoyen ici a plus de reliques et de bannières, somme toute, que tous les autres joueurs, chancelier compris, ce sera lui qui gagnera à la place de chancelier. Si celui-ci fait un 6, un 5, un 3 ou un plus quand il passe ici ou à la fin du jeu et que le Oathkeeper est toujours entre les mains de l'Empire, ce sera alors le citoyen qui gagne. L'objectif du citoyen, c'est donc de devenir le successeur et que l'Empire est toujours le Oathkeeper. C'est pour le citoyen. Un exilé, lui, a d'autres intérêts. Il a deux manières de gagner. La première, c'est d'aller voler le Oathkeeper au chancelier ou à quelqu'un d'autre en fait. Donc, si à un moment donné, un citoyen, et je ne vais pas retourner les cartes pour l'instant, juste pour vous montrer l'exemple, possède plus de terrain conquis que le chancelier, eh bien c'est lui qui va devenir le Oathkeeper. Il n'est pas dans l'Empire, mais il détient la condition ici d'avoir le Oathkeeper, à savoir contrôler le plus de sites. Au début de son tour,
un exilé, s'il est housekeeper, il devient usurpateur. Usurpateur, c'est presque celui qui va pouvoir prendre le titre. Et si au nouveau tour qui arrive chez lui, alors qu'il était usurpateur, il a gagné le jeu, et ça, qu'importe l'endroit où on se trouve. Il a gagné le jeu simplement parce qu'au début de son tour, il était usurpateur. Il contrôlait donc le plus de sites dans ma condition de victoire ici. Il gagne le jeu. Mais ce n'est pas la seule manière de gagner pour lui, il a une deuxième manière de gagner, c'est avec des visions. Les visions sont des cartes qui ont un dos qui est différent des autres dos de la pile à tirer ici. Ces visions-ci sont importantes et elles vont me permettre de définir une nouvelle manière de gagner. En tant qu'exilé, j'ai une vision sur comment le monde devait être tenu, comment le royaume de Oss devait faire pour être plus prospère. Et ici, par exemple, j'ai la vision du sanctuaire. Cette vision du sanctuaire, elle va me permettre de gagner si effectivement je remplis la condition ici. Ici, ça va être par exemple d'avoir le plus de reliques et de bannières que tout autre joueur en étant toujours un exilé. Et voyez, on retrouve la même condition de victoire que celle du successeur. Pur hasard. Il y a 4 visions différentes qui permettent de gagner et une 5e vision qui est un petit peu spécifique. Et ces visions-ci, je vais pouvoir effectivement les utiliser. Peut-être que ça va rencontrer le même objectif que l'objectif du housekeeper, peut-être que ça va rencontrer l'objectif du successeur, et peut-être que ça va rencontrer 2 autres objectifs parce qu'il y a 4 possibilités de gagner au niveau de Oss. Donc dans chaque partie, ça va être différent par rapport à la condition pour le chancelier. Et bien on va retrouver ces 4 conditions aussi dans le jeu. Donc ici, si j'ai cette carte-ci et que je la révèle, et qu'on se trouve, comme indiqué ici, dans cette zone-ci, c'est-à-dire qu'il y a déjà 3 visions qui ont été révélées. À chaque fois qu'on révèle une vision, on va avoir un marqueur qui va avancer ici. Si j'ai au moins 3 visions qui sont révélées, que j'ai cette vision du sanctuaire qui est chez moi, que j'ai été révélée, que tout le monde sait que j'ai cette vision-ci, et il n'y a que moi qui peux gagner avec la vision du sanctuaire. Si au début d'un de mes tours, je remplis la condition, à savoir avoir le plus de bannières ou de reliques que n'importe quel autre joueur et qu'il y ait au moins 3 visions de révélées dans le jeu, je gagne la partie immédiatement. Je ne dois pas attendre un tour supplémentaire. C'est au début de mon tour, j'ai la condition, j'ai rempli ma vision, j'ai gagné, fin de jeu. Et je ne dois pas attendre un endroit spécifique. Si malgré tout, le jeu tourne et tout ce qui va avec et qu'il n'y ait pas quelqu'un qui gagne directement et qu'on va arriver au bout du jeu, au bout du bout, eh bien on va donc définir est-ce que j'ai quelqu'un qui a rempli les conditions. Quelles conditions? On va regarder d'abord, est-ce que le chancelier a le housekeeper et donc a rempli sa condition de jeu? Si oui, il gagne. Est-ce qu'il y a un citoyen qui a fait la condition du successeur dans ce cas-là? Alors ce n'est pas le chancelier qui gagne, mais ce sera le citoyen. Si le chancelier n'a pas le housekeeper, il a été volé par quelqu'un d'autre, est-ce que quelqu'un est déjà usurpateur mais n'a pas eu un tour supplémentaire pour y arriver? Auquel cas il gagne. S'il n'est pas usurpateur, qu'il est juste housekeeper, il ne gagne pas. Est-ce que quelqu'un a rempli la condition de vision mais n'a pas eu le temps d'arriver à son tour? Si c'est le cas, il gagne. Et si plusieurs ont les visions réalisées, celui qui va gagner, c'est celui qui va être le plus haut dans l'ordre des visions. Il y a un ordre qui est défini dans le jeu. Et donc on va avoir l'ordre qui va devoir être respecté. Si ce n'est pas le cas, que personne n'était usurpateur, que le housekeeper n'était pas chez le chancelier et que personne n'avait rempli sa vision, alors le chancelier gagne parce qu'il a empêché les autres de gagner. Mais, on y arrive à la fin, si un citoyen a les conditions de successeur, alors que le housekeeper n'est pas dans le royaume, c'est finalement le citoyen qui gagne. Donc, vous voyez, les conditions de fin varient énormément et d'une partie à l'autre, on va avoir des bascules. D'un moment, quelqu'un peut gagner, tout le monde va aller contre lui et ça va vraiment beaucoup changer. Et au pire, on va aller jusqu'au bout du jeu, jusqu'au 8e tour. Et là-bas, de toute façon, il y aura un vainqueur. Parce que dans le cas où il n'y a personne qui peut gagner, ce sera le chancelier ou potentiellement son successeur. Donc, très intéressant au niveau de la condition de fin. Et ça va vraiment régir toute votre partie et toutes les actions que vous allez faire. Maintenant, venons-en aux actions que l'on peut faire au niveau d'un tour de jeu. La partie va donc commencer par le chancelier. Je vais récupérer tout ça qui n'a plus rien à faire ici. Un joueur va faire toutes ses actions ici en fonction des points de réserve qu'il a ici. Et chaque action va coûter de 1 à 4 avancées au niveau de sa réserve. Et donc va avancer ainsi jusqu'au bout. On va s'arrêter où on veut ici. Et puis après, quand on se sera arrêté, on va réinitialiser pour le tour suivant. Alors,
Les actions et la réinitialisation vont dépendre de quoi? Les actions, ça va dépendre ici de chaque action possible et son coût. Et quand je m'arrêterai, je vais revenir à un niveau qui va dépendre du nombre de troupes que j'ai ici à côté de mon jeu, donc que je n'ai pas encore engagé dans le jeu. Si j'ai 18 troupes ou plus, je vais m'arrêter ici, de 11 à 17 là-bas, de 4 à 10 ici, ou 3 à 0, je serai ici. Ce qui veut dire que plus j'ai de troupes engagées dans le jeu, quelque part, plus je suis fort dans le jeu, moins j'aurai d'actions à traiter, à pouvoir faire. Alors il y a une petite subtilité, c'est que si je m'arrête ici, donc il y avait encore une action en plus à faire, et admettons comme ici que j'ai 17 troupes qui sont en jeu, je devrais venir ici, mais comme il me restait encore une action que je n'ai pas utilisée, je vais récupérer cette action-là dans l'autre sens. Donc toutes les actions non utilisées vont me permettre de remonter le nombre d'actions que je vais pouvoir faire au tour suivant. Même principe pour le joueur exilé, parce que lui, il a aussi ce marqueur-ci, mais il a beaucoup moins de troupes possibles engagées, et donc 9 ou plus va lui permettre de revenir ici. Mais par contre, le joueur qui va être citoyen, lui, on ne parle pas de ses troupes, il n'y a pas de valeur. En fait, il va copier la position du chef, du chancelier, il va se mettre au même endroit que lui. Si jamais il s'arrêtait avant, il va faire le même endroit, plus 1, et donc c'est le même principe. Mais simplement, on va copier la position du chancelier pour s'arrêter. Les visions, pour revenir à ça, elles ne sont possibles que pour un exilé. Donc les visions ne seront pas utilisées par le chancelier ou par un citoyen, ce n'est que pour un exilé. Voyons maintenant les différentes actions que l'on peut faire. Quand vient mon tour de jeu et que je fais mes actions, je les fais toutes celles qui sont disponibles ici, dans l'ordre que je veux, selon mes ressources, mes capacités de supply. Donc on commencera avec 0 la première partie. Ici, je vais pouvoir jouer quoi? Je vais pouvoir faire une recherche. La recherche, c'est pouvoir aller chercher des cartes, soit dans le monde, soit dans la région où je suis. Ça va avoir un coût qui va varier entre 2 et 4, selon l'endroit où je vais aller piocher. Alors, quand je pioche au niveau des cartes qui sont dans la zone, donc on a le Cradle qui est globalement le centre de mon empire, on a les provinces qui sont un petit peu plus loin et on a les Hinterlands. C'est un petit peu comme si on avait le centre, ici le Cradle, puis après on a les provinces, puis après beaucoup plus loin on a le Hinterland. Eh bien, si je prends dans la zone dans laquelle je suis, je vais piocher 3 cartes, je vais regarder ces 3 cartes, ça va me coûter 2 énergies, 2 ici, et des 3 cartes ici, je vais pouvoir en choisir une et je vais en défausser 2. Dès que je défausse quelque chose, je le défausse toujours dans la région qui suit. Donc qu'importe l'endroit où vous êtes, vous allez toujours défausser dans la région qui suit. Dès que la notion de défausse existe, ce sera comme ceci. Dans les cartes que j'ai piochées, qu'est-ce qu'elles ont comme information? Elles ont une liaison avec une faction. Les factions, elles sont reprises ici, Discord, Arcane, Order, Hearth, Beast et Nomade. Et on retrouve les mêmes petits symboles sur chacune des cartes. C'est important parce qu'il va y avoir des liens entre les factions et les actions que vous allez faire. Ma carte, elle a aussi un pouvoir qui est repris en bas et éventuellement un coût. Par exemple ici, il faudra payer une pièce, donc ce qu'on appelle une faveur, pour avoir accès à l'action associée. Donc mon choix va varier selon ce que je veux faire avec tout ceci, mais aussi le pouvoir qui est associé à cette carte-là. Cette carte, 2 options. Soit je la garde pour moi et je vais pouvoir l'utiliser comme étant un de mes conseillers. Et au début du jeu, on commence tous avec une carte conseiller qu'on aura choisie. On peut avoir alors au maximum 3 cartes ici dans sa main, qu'elles soient révélées en tant que conseiller ou qu'elles soient toujours dans sa main. Un maximum de 3 cartes, si on en a plus que 3, on va les jeter. Ou alors on va pouvoir les placer à l'endroit où on se trouve et donc rajouter la carte sur la zone dans laquelle je suis. Si je place la carte sur le terrain où je suis, il faut savoir qu'il y a une limite de cartes que l'on peut placer. Ici, il y a une limite de 2 cartes. Donc ce serait ma 2e carte placée ici. Quand je place une carte sur le site, je gagne une pièce qui vient de la faction de la carte. Donc ici, je gagnerai une pièce, une faveur qui vient du Hearth, donc du cœur de la maison. Et cette carte-ci sera alors disponible pour tout un chacun qui serait présent sur le site pour faire l'action éventuellement. Les 2 autres cartes partiraient dans la défausse suivante. Ça me coûte 2.
Autre possibilité, c'est de venir les tirer dans le monde. Dans le monde, je vais piocher 3 cartes, mais je vais les regarder l'une après l'autre. Pourquoi? Parce que s'il y avait une vision dans les 3 cartes que je pioche, eh bien je m'arrêterai, je n'irai pas plus loin. Autrement dit, si la vision piochée est la deuxième, eh bien je ne prends que 2 cartes et je m'arrête là. Ça me coûte combien d'aller chercher dans le monde? Eh bien ça dépend du nombre de visions qui ont déjà été trouvées. Au début du jeu, tant qu'il n'y a pas de vision, ça coûte 2. Dès que la première vision, comme ici, a été trouvée, je vais avancer mon marqueur et maintenant, aller chercher dans le monde, ça coûtera 3. Encore 2 visions et ça coûtera 4. Donc au fur et à mesure du temps, ça coûte de plus en plus cher d'aller chercher des cartes dans le monde, mais c'est là-bas qu'il y a les visions qui sont très intéressantes pour les exilés, mais qui sont très intéressantes à la limite pour le chancelier et pour les citoyens. Pourquoi? Parce que une vision, le chancelier et les citoyens ne peuvent pas les utiliser. Mais par contre, ils peuvent très bien les garder comme ceci. On a 3 cartes qu'on peut garder au maximum, ça permet de temporiser certaines visions, de ne pas les laisser disponibles à d'autres joueurs et donc espérer quelque part qu'elles ne soient pas récupérées. Si je décide de ne pas garder la vision, même si moi je ne sais pas l'utiliser mais juste pour l'enlever aux autres, et que je décide de garder quelque chose d'autre, par exemple ceci, eh bien je vais alors défausser ma vision dans la pile suivante. Dès qu'on défausse, c'est toujours au-dessus, ce qui veut dire que le joueur ici, s'il pioche dans sa région, il sait qu'il va récupérer une vision. Et donc très intéressant pour lui, et parfois c'est très intéressant du coup de garder une vision, de ne pas la défausser directement, et puis ensuite de la défausser quand on va avoir trop de cartes en main. Et ainsi, on va pouvoir peut-être mettre plus de cartes l'une au-dessus de l'autre, et donc de défausser plusieurs fois, d'aller piocher plusieurs fois, de défausser plusieurs fois, pour enterrer la vision le plus loin possible dans une pile, et donc la rendre moins facile d'accès pour les joueurs. Dès qu'elle est un petit peu plus bas, si les joueurs ne sont pas là pour la récupérer, c'est très intéressant pour le chancelier. Les cartes ont aussi parfois des symboles très spécifiques. Ici, on a un petit bonhomme. Ça veut dire que cette carte-ci ne peut être jouée que comme chancelier. Elle doit donc être placée obligatoirement ici. Si je décide de la garder et de la jouer, je vais la placer ici. Comme si j'ai une carte avec un petit sapin, elle ne peut être placée qu'en regard d'un site et pas en tant que chancelier. Il y a aussi des cartes spéciales qui auraient alors une chaîne, ce qui veut dire que si elles sont placées quelque part, ici il y a un petit sapin, donc ça doit être obligatoirement en regard d'un site, eh bien quand elles sont placées dans le jeu, on ne peut plus les enlever. Il y a des cartes, il y a des pouvoirs qui permettent de supprimer des cartes. Eh bien une carte avec une chaîne qui a un petit sapin restera tout le temps dans le jeu à côté d'un site. Une carte chaîne avec un petit bonhomme restera tout le temps dans le jeu. En tant que conseiller, on ne pourra pas s'en débarrasser. Voilà pour les cartes spéciales. Donc n'oubliez pas, on va récupérer un sou si on la place à côté d'un site. Quand c'est un petit sapin, c'est obligatoirement à côté d'un site. Quand c'est un petit bonhomme, c'est obligatoirement un conseiller qui doit être placé. Les cartes que vous avez gardées en main, vous les révélez quand vous voulez, mais uniquement pour les placer en tant que conseiller. Je ne peux pas la placer en tant qu'habitant d'un site spécifique. Donc en main, ce n'est que pour la placer plus tard en tant que conseiller et la révéler. Quand on place en tant que conseiller, on ne gagne pas de pièces. Deuxième type d'action, c'est le recrutement. Le recrutement, ça va être de placer une pièce sur une carte à l'endroit où je suis pour aller engager des troupes en plus. Chaque pièce me permet d'engager 2 nouveaux guerriers qui vont m'accompagner. Ce sont des guerriers qui sont ici, protègent le chancelier ou protègent l'exilé. Il y en a 3 ici au départ pour l'exilé. Et il va pouvoir ainsi recruter plus de personnes. J'en ai placé une pièce là-bas. Je ne peux pas placer à nouveau une pièce ici. Je peux la placer à côté et je vais à nouveau recruter de nouveaux guerriers avec moi. J'ai la possibilité en action libre de sortir des guerriers pour les placer sur un site que je contrôle ou de récupérer des guerriers sur un site que je contrôle tant que je garde toujours un guerrier qui est présent sur le site. Je ne peux pas vider complètement un site pour récupérer des guerriers. C'est parfois très important de les récupérer pour partir ailleurs. Le risque de prendre trop de guerriers ici, vous l'avez compris, c'est que j'ai peut-être moins d'actions après pour mes coups suivants, mais par contre, ça me servira pour aller attaquer des joueurs ou des futurs sites que je vais révéler. Mais l'intérêt d'avoir des guerriers, c'est évidemment d'attaquer derrière et de faire plein de choses avec eux. Hop, je vais les retirer. Donc, avoir la possibilité de récupérer des guerriers, ça va être l'engagement en plaçant simplement une pièce sur une des cartes qui se trouve ici. Alors, ce qui est important de dire aussi, c'est que quand j'ai mis une pièce, que ce soit pour engager des nouveaux guerriers ou pour faire
une action, parfois il faut mettre une pièce pour faire l'action d'une carte, et bien alors je ne peux plus faire d'autres actions avec cette carte. D'autres actions comme engager ou une autre action qui s'appelle le commerce. Le commerce, ça va me permettre d'aller chercher deux choses avec les gens qui sont ici. Ça me permet d'aller chercher soit des faveurs, donc les pièces ici, soit des livres, des connaissances. Avant que j'oublie, le fait de recruter, ça coûte 1 au niveau du temps. Et donc, pour aller chercher de l'or, je vais pouvoir faire le commerce. Le commerce, ça me coûte aussi 1 pour chaque commerce. Je vais placer un livre ici et je vais toucher une pièce. Une pièce plus éventuellement si j'ai des conseillers qui sont de la même faction que l'endroit où je vais aller. Ici, c'est la maison. Je prends une pièce et je prends une pièce d'où? C'est important, de la zone maison. Mais j'ai un petit renard ici, j'ai une bête. Et là-bas, il y a aussi un petit renard. Eh bien, si à la place, j'avais été joué ici, j'aurais été récupérer non pas une pièce, mais deux pièces. Une pièce pour la carte ici et une pièce parce que j'ai un renard en tant que conseiller. Et donc, je récupérerai deux pièces de la zone renard, donc la zone beast qui se trouve ici. Ce qui veut dire qu'il y a un moment où il n'y en aura peut-être plus et le fait d'avoir plein de renards, c'est très intéressant pour gagner plus de trucs. Mais seulement, le problème, c'est que je peux me retrouver avec rien à récupérer. Et quand la banque ici ne s'y trouve pas, eh ben, il n'y a plus rien, il n'y a plus rien. Très intéressant d'en avoir beaucoup, mais qui peut être un risque. Par contre, c'est un petit peu obligatoire pour récupérer des nouveaux livres. Pour récupérer des nouveaux livres, c'est pratiquement la même chose. Je vais aller dépenser de l'argent, mais je vais dépenser donc toujours une unité de temps pour aller faire l'action de trade, mais je vais devoir dépenser 2 faveurs, 2 sous. Je vais devoir les dépenser, mais si je dépense ici, je gagne 0 livre. Pourquoi? Parce que c'est 0 livre plus 1 par conseiller de la même faction. Et donc, je suis obligé d'aller ici pour aller faire 0 plus 1, un nouveau livre que je vais donc rajouter dans mon jeu. Là, j'ai vraiment pas le choix, je dois absolument avoir une combinaison. Là-bas ou autrement, je vais simplement avoir une pièce en dépensant un livre. Donc, le livre beaucoup plus difficile à aller récupérer, mais évidemment utile pour aller récupérer des pièces et faire d'autres choses. Donc, si je résume jusqu'ici, la recherche de 2 à 4 temps, l'engagement, un temps, une pièce, je récupère 2 troupes, et le commerce, un temps, soit un livre pour avoir des pièces, une plus le nombre de conseillers qui vont avec l'endroit où j'étais placé, ou alors 2 pièces et je récupère un livre par conseiller qui vont avec l'endroit où j'ai été placé, sachant que quand je récupère les pièces, c'est toujours de la banque qui va avec la carte sur laquelle j'ai joué. Quand j'aurai fini toutes mes actions, ce qui est important de dire, c'est que les livres que j'aurai joués quelque part vont tous revenir chez moi et que les pièces que j'ai jouées ici vont partir dans la banque de la carte. C'est comme cela qu'on va pouvoir recharger potentiellement une banque qui nous intéresse plus parce qu'on va récupérer ainsi cet argent-là avec un prochain livre pour aller derrière. Donc, lorsqu'on revient ici, au niveau de ces actions, on va récupérer tous les livres qu'on avait joués soi-même et puis on va placer tous les sous dans la banque. C'est bien pour ça qu'on joue chacun toutes ses actions et puis que le joueur suivant va jouer toutes ses actions. L'action possible suivante, ça va être de récupérer des reliques ou des bannières. Alors, pour récupérer des reliques, comme par exemple ici, il y a une relique, eh bien, je vais devoir payer le coût qui est indiqué en bas à droite de la carte sur laquelle je suis. Donc, je dois être évidemment sur la jaune. En étant ici, je ne peux pas aller récupérer cette relique-là. Mais je peux aller voir en étant présent sur place, quelle est la relique qui se trouve ici, est-ce qu'elle m'intéresse. Cette relique-ci me permettrait par exemple d'aller regarder les 3 premières cartes du monde avant de décider de piocher. Cette relique, si je veux donc aller la chercher, je vais devoir réaliser la demande qui se trouve ici. Faire un recover, ça me coûte une unité de temps. Et là, je dois dépenser, détruire, parce que ce sont des livres ouverts, détruire 2 livres qui sont à moi pour aller chercher cette relique. Il y a parfois d'autres types d'actions, comme par exemple ici, il faut détruire 2 pièces. Et j'en ai pas actuellement d'autres, mais je pourrais avoir des autres conditions, simplement dépenser de l'argent dans une banque spécifique. Quand on les détruit, c'est bien hors du jeu, que ce soit des livres ou autre chose. Si ce n'est pas détruit, ce n'est pas le symbole de destruction, alors on utilise le livre simplement et on le récupérera à la fin de son tour. Je peux aussi aller récupérer les 2 bannières qui sont les 2 bannières spécifiques que sont les faveurs du peuple et le secret noir. Ces 2 bannières-là sont très importantes parce qu'elles peuvent être des conditions de victoire soit au niveau du jeu directement
Et on peut faire le tour des conditions qu'il y existe de victoire, somme toute, pour avoir le host keeper, donc pour être le maître de host ici. On a vu qu'ici de base, il fallait contrôler le plus de territoire, mais on pouvait aussi avoir quelque chose qui dit d'avoir la bannière de la faveur du peuple, d'avoir le plus de reliques et de bannières chez soi, on en a déjà discuté tantôt, et d'avoir la bannière du secret noir qui se trouve ici. Donc, ça peut être des conditions de victoire pour être le host keeper, mais ce sont les mêmes conditions pour être potentiellement le successeur ou les mêmes conditions pour avoir une vision. Donc certaines visions, c'est au début de mon tour d'avoir la bannière du secret noir par exemple. Et donc si je l'ai, ma vision, et qu'au début de mon tour j'ai la bannière, j'ai gagné. Uniquement pour un exilé. Et donc pour récupérer ces bannières-ci, ça me coûte toujours une unité de temps, c'est toujours un recover, et je vais, pour récupérer la bannière de la faveur du peuple, je vais devoir payer plus de pièces qu'il y en a. Autrement dit, ici il y a une pièce, je paye 2 pièces et elle est à moi. La pièce qui était dessus, le propriétaire précédent va la mettre sur une des banques. Et si jamais il y a plusieurs pièces à placer, on choisit la banque de départ et on va placer dans les banques suivantes au fur et à mesure. Donc là, j'en ai 2. Et donc, elle est à moi. Si quelqu'un d'autre veut voler cette bannière-ci, il peut le faire en payant 3. Donc, il n'a pas besoin, lui, d'être à côté de moi ou n'importe quoi. S'il veut la racheter et qu'il a 3 pièces ou 4 pièces, il peut alors lui-même la racheter pour 3. Elle arrivera chez lui et moi, je déciderai, tiens, je vais mettre ça dans ces banques-là. Donc, ça va permettre de faire tourner effectivement le jeu et cette bannière-ci va bouger. Elle a cependant une condition double. Alors, la condition double, c'est que au début de son tour, on est obligé de soit rajouter une pièce dessus, soit enlever une pièce qui est dessus. Et si elle est à 1 et qu'on a de l'argent, on est obligé de remettre une pièce. Donc, on va devoir l'entretenir à la faveur du peuple, parce que la faveur du peuple, ça doit se maintenir sur le long terme, et donc rester devant va nécessiter un petit peu d'engagement de notre part. Si on n'a plus d'argent, si on n'a plus de faveur et qu'il n'y en a qu'une, on ne sait pas en rajouter, il ne se passe qu'un de plus. Par contre, ce que l'on peut faire, c'est tiens, il y en a une, je récupère des sous et je peux décider moi-même, à mon tour de jeu, de donc dépenser une unité de temps pour faire un recover de ma propre bannière, c'est-à-dire de rajouter 3, de retirer le 1 et de le mettre quelque part. Donc, je peux racheter ma propre bannière en fait pour remonter d'un coup son niveau de difficulté pour la récupérer. Alors on peut dire, mais alors on va la monter très très haut, on va la monter à 7, 8, 9, on va gagner plein d'argent, on ne saura plus me la prendre. Bon, c'est pas vrai, déjà parce qu'on pourra vous la prendre de force, ça on verra au niveau des combats, mais surtout qu'à partir du moment où il y a 6 marqueurs dessus, eh bien ce n'est plus 1 qu'on doit remettre à chaque tour ou enlever à chaque tour, ce sera 2. Donc si au début de mon tour j'étais à 6 ou plus, elle est retournée de l'autre côté et alors on va devoir retirer 2 marqueurs à la place d'un au début de chaque tour. Donc vous en mettez trop, c'est bien, mais alors le jeu s'arrange pour que ça descende plus vite ou que ça nécessite plus d'action pour vous pour la maintenir. La bannière du haut noir secret, c'est pratiquement la même chose, sauf qu'ici il faut dépenser des livres. Je vais dépenser alors plus de livres qu'il n'y avait de livres au départ. J'en dépense 2, elle devient à moi. Le livre qui existait va chez celui qui vient de l'acheter. Et si quelqu'un d'autre avait 3 livres et l'achète, eh bien le livre qui existait, il y en a un qui vient chez celui qui vient de l'acheter. Donc imaginons que j'avais 3 livres ici, que je décide de racheter au chancelier toujours pour une unité de temps, c'est toujours un recover. Je paye 3. Il y en avait 2, ces 3-là viennent ici. Il y en a une qui vient pour moi parce que j'ai récupéré la bannière et tous les autres livres qui étaient dessus vont aller chez son ancien propriétaire. Par contre, la bannière du Nord secret, elle n'a pas besoin d'être entretenue. Donc, une fois qu'on l'a et qu'elle est à 3, ça ne bouge pas. Logiquement, ça ne bouge pas. Il faudra mettre 4 pour la récupérer et on va se limiter à ça. Elles ont cependant chacun un intérêt. La bannière du Nord secret, elle, c'est que toutes les recherches qui vont avoir lieu dans le monde ne coûteront jamais que 2. Même si le marqueur ici est avancé au niveau du 4. On ne payera jamais que 2 pour faire une recherche, donc très utile. La bannière du peuple, lui,
eh bien, va me permettre de détruire des cartes pour faire de la place. Et détruire des cartes, pas nécessairement là-bas où je suis, mais aussi sur toute la zone sur laquelle je serai. Donc, en étant ici, si le site était révélé et qu'il y avait des cartes, je pourrais aller détruire une carte qui se trouverait déjà ici avant de jouer ma carte que je pourrais jouer là-bas ou là-bas. Donc, ça permet de faire tourner les habitants qui sont ici quand ils ne vous intéressent pas, quand ils n'ont pas la bonne faction peut-être, ou parce que le pouvoir est trop fort et vous voulez le détruire. Si je possède la faveur du peuple, eh bien à mon tour de jeu, imaginons que j'ai les deux, je ne paye que 2 unités ici de temps pour piocher 3 cartes, j'en choisis une, celle-là, hop, j'ai quoi ici? J'ai une maison, celle-là m'intéresse, celle-là ne m'intéresse pas, eh bien je peux décider de retirer celle-là pour placer celle-ci à la place, qui va me rapporter une pièce parce que c'est maison. Les deux autres, comme la carte que j'ai défaussée, dès que je défausse une carte, elles vont ici. Bien sûr, je dois faire ça avec le bleu et pas avec le mauve, vu que j'explique ça par rapport au personnage bleu. Et donc, je vais avoir ceci qui va être renvoyé à côté. Et ça m'intéressera bien plus parce qu'évidemment, j'ai les mêmes symboles ici. Et donc, une petite action comme ceci plus tard pour une unité va me permettre d'aller chercher 2 pièces parce que 1 plus 1 ici, simplement avoir la possibilité d'avoir plus d'argent derrière. Et ainsi peut-être refaire une action de recover pour récupérer la bannière du peuple, remettre des pièces ici et donc avoir plus de difficultés pour le jour suivant pour me la voler. Voilà, ça c'est la partie recover. Donc on va faire un recover pour un artefact, on va refaire un recover pour une bannière et on peut récupérer une bannière qui est chez un autre joueur sans aucun souci pour peu que vous en payiez le prix. Toujours payer plus que la valeur actuellement placée sur la bannière. Sans oublier donc que la bannière du peuple a un entretien au début de chaque tour et que les 2 bannières ont un pouvoir en plus d'avoir éventuellement une vision associée pour gagner au niveau du jeu. L'autre possibilité d'action, c'est le déplacement. Alors le déplacement, ça va avoir un coût qui varie entre 1 et 4 temps ici, simplement selon l'endroit où je vais me déplacer. Ici, quand on est dans le cradle, donc le centre de mon royaume, c'est quand je me déplace comme ceci, d'une zone à une autre, ça va me coûter 1 de déplacement. Si par contre, je vais changer, je vais du cradle vers la province, ça va me coûter 2. Et si je vais tout au fond dans les hinterlands, ça va me coûter 4. 1, 2 ou 4, selon que je me déplace verticalement ou latéralement. Quand je me déplace latéralement, je peux directement aller ici si j'ai envie. Je ne dois pas passer par le haut, pas par le site que je connais déjà et que je maîtrise. Je me déplace vraiment comme je veux. La différence, c'est que quand je me déplace verticalement au niveau de la province, ça me coûte 2. Et ici, ça me coûte 3 quand je me déplace comme ceci. Pourquoi? Ben simplement, comme je l'ai expliqué, le centre du royaume, c'est vraiment ici. Et donc, me déplacer ici, c'est assez petit, ça me coûte que 1. Les provinces sont ici à côté et donc les 3 provinces que je vais aller voir sont beaucoup plus loin l'une de l'autre, ça me coûte donc 2. Et le hinterland qui est encore plus loin, eh bien les 3 zones, 3 sites que je vais voir sont beaucoup plus loin l'un de l'autre et donc c'est pour ça que ça coûte 3 pour se déplacer dans cette zone-ci. Par contre, me déplacer comme cela, eh bien c'est chaque fois 2 pour aller d'une zone à une autre. Ça c'est un petit peu l'idée des déplacements et pourquoi ça se passe comme ceci. Maintenant, quand j'arrive sur un lieu, je peux aller très bien sur un lieu qui m'appartienne, qui ne m'appartienne pas ou qui n'est pas encore révélé. Simplement, s'il n'est pas révélé, je vais retourner la carte et je vais faire ce qui est indiqué éventuellement sur la carte. Ici, en haut à gauche, c'est indiqué un petit R. Ça veut dire que je vais placer une relique. Je place une relique sur le lieu. Comme j'y suis, je peux très bien moi-même aller voir ce que c'est. C'est une carte qui me permettrait éventuellement, en la défaussant, de récupérer 4 ressources, temps, donc très important au niveau de la fin de jeu. Si j'étais allé ici et que je retourne ma carte, je vais voir ici des petits symboles dessous et un livre que je place immédiatement. Et au début de chaque manche, chaque bonhomme qui serait ici, donc quand on vient sur tour de jeu, s'il la commence ici, il va pouvoir récupérer une des ressources qui se trouveraient sur la carte et donc pouvoir ainsi avoir plus de bonus au fur et à mesure du temps qu'on commence le tour là-bas. Quand il n'y en a plus, il n'y en a plus. Et donc, vous voyez, chaque carte a des actions, des possibilités différentes. Ici, le narrow pass, c'est quoi? C'est un goulet d'étranglement, c'est l'entrée maintenant obligatoire de l'hinterland. Si je veux retourner à l'hinterland, je suis obligé de passer par cette tuile-ci
pour aller ensuite sur une autre. Je ne peux plus directement aller là-bas. Ça, c'est le blocage qui est fait ici. C'est d'obliger les gens de passer par là. Par contre, on a des cartes qui vont me permettre d'avoir des modifications au niveau des jets de dés, ça on le verra aussi. Le grand slalom ici me permet, quand je joue une carte ici, que je veux rajouter un habitant, bien d'en enlever un avant de le placer, donc de faire une plus grande rotation. Et ça me permettrait par exemple ici, au niveau des deep-puts, d'avoir un bonus. Si je place ici un habitant qui soit un habitant de type beast, eh bien d'aller piocher et de récupérer directement une relique. Donc ça c'est l'intérêt de ce type de carte là, et on va avoir sur chaque lieu des avantages différents. Les parties vont changer parce que les lieux ne seront pas les mêmes d'une partie à l'autre, et donc on va avoir des choses très différentes d'une partie à l'autre, bien que certains lieux peuvent rester parce que c'est lié au fait que le vainqueur garde les lieux qu'il contrôlait pour la prochaine partie. Voilà pour les voyages. Et puis vient le nerf de la guerre, à savoir les combats. Alors les combats c'est toujours très spécifique parce que c'est deux factions qui vont effectivement s'affronter et on va voir les combats de différents niveaux. Premier combat simple, eh bien c'est le combat pour la prise de contrôle d'un territoire qui n'est pas encore contrôlé par quelqu'un. Alors on va voir ici le nombre de dés qui est indiqué sur la carte. Logiquement c'est un dé bleu. Et il y a un petit bonhomme à côté, c'est un bandit. En fait, quand c'est contrôlé par personne, c'est contrôlé par les bandits. On va devoir attaquer les bandits. La défense des bandits, c'est un dé et il y a un bandit qui est présent dessus. Donc c'est un dé plus 1. Je vais donc jeter mon dé. J'ai un bouclier plus 1. J'ai une défense de 2. Qu'est-ce que je peux avoir sur les dés bleus? Eh bien j'ai des 1 bouclier, 2 boucliers, rien et j'ai un multiplicateur. Le multiplicateur multiplie les autres boucliers que j'aurais pu avoir dans le même lancer de dés. Si je ne lance qu'un seul dé et que c'est 1 x 2, ce sera 0. Ça ne multiplie pas les troupes ajoutées par l'après. Donc ça ne multiplie pas le plus 1 que j'ai après. Donc il ne devient pas plus 2. C'est uniquement les autres boucliers que j'aurais pu lancer. Donc ici j'ai fait par exemple un 1. Eh bien mon attaque c'est quoi? C'est le nombre de troupes avec moi qui m'accompagnent. C'est elles qui vont attaquer. Je jette donc ici 5 dés rouges. Oh, je suis très très fort. Il m'en manque un. Hop. Pour aller faire des jets. Globalement, pas très bon jet. Pourquoi? Parce que j'ai toutes des épées, mais j'ai des épées qui ne sont pas pleines. Et autrement dit, c'est une demi-victoire. Il faut 2 épées vides pour faire une attaque, donc un touché. Donc les 2 épées vont s'opposer au bouclier. Et il faut dépasser le nombre de boucliers. Et ici, qu'est-ce que j'ai? J'ai encore 2 épées, ça fait un deuxième point, et un demi qui ne servira à rien. Donc, j'ai 2 ennemis, et celui que j'attaque avait 2, 1 plus 1. Et donc, au final, je perds. Parce que je suis attaquant, je dois faire plus que le défenseur. Quand je perds, qu'est-ce que je perds? Eh bien, je perds la moitié de mes troupes arrondies à l'inférieur. Donc, 5 troupes qui étaient avec moi, j'en perds 2 qui retourneront dans mon stack. Sauf que je peux contrôler un petit peu plus le combat et je peux sacrifier des troupes qui attaquaient pour maximiser mon attaque. Autrement dit, si je sacrifie une troupe, je vous rappelle que j'en perds 2 comme je suis là. Si je sacrifie une troupe, je fais un plus 1 et donc mon 2,5 devient 3,5 qui battent bien le 2 et donc je gagne cette fois-ci le combat. Et donc sacrifier les troupes, en fait, on doit vraiment être prêt à ça quand on attaque parce qu'on va pouvoir passer outre un combat grâce à ça, vu que de toute façon on perd quand même la moitié de ses troupes, autant les sacrifier pour la gagner. Quand j'ai gagné, eh bien je place 4, 1, 2, 3, je place les troupes qui me restent sur le lieu et j'en prends le contrôle. Alors qu'est-ce que j'aurais pu avoir ici comme résultat au niveau de mon dé? J'aurais pu avoir une épée pleine et donc gagner directement un point simplement ici. Et j'aurais pu avoir 2 épées et un crâne. Quand j'ai 2 épées et un crâne, ça fait 2 en attaque, mais ça fait automatiquement un mort dans mes combattants. Le but du jeu, gagner, faire plus que l'adversaire pour aller l'attaquer. Ça c'est facile, c'est le bandit, 1 dé plus 1. Maintenant, je peux aller attaquer des lieux. Imaginons que le bleu décide d'aller attaquer le lieu ici qui est tenu par un autre joueur. Eh bien, je vais aller définir ma zone d'attaque et ma zone de défense. Ma zone de défense, sur le lieu, c'est toujours 1 dé, c'est indiqué, c'est le lieu qui l'indique. Et j'ai une seule troupe en défense, donc ça fait 1 dé plus 1. On se retrouve dans le même cas de figure, on va jeter 1 dé et on va jeter 3 dés en face. On va essayer de le battre. Très simple. Attention, certains lieux
peuvent avoir des implications plus importantes. Par exemple ici, toujours un dé plus 1 au niveau de la défense, mais je n'ai plus 3 dés rouges pour attaquer parce que le lieu ici dit que moins 1 dé rouge à l'attaquant, donc je vais attaquer seulement avec 2 dés rouges. Est-ce que c'est vraiment judicieux, sachant que je peux faire 2 demi-épées et donc quelque part je vais faire que 1. Lui pourrait faire 2 plus 1, 3, il pourrait faire aussi 1. Je dois sacrifier des troupes, je vais peut-être tout sacrifier pour ne rien avoir ou je vais seulement perdre une troupe. À vous de voir l'intérêt ou pas l'intérêt d'une attaque. Je peux aussi aller attaquer directement, je vais le faire dans l'autre sens, un autre personnage. Je peux attaquer un autre personnage, par exemple, mon chancelier va attaquer le bleu. Comment ça va se passer pour lui? Eh bien, je vais attaquer un personnage pour faire quoi? Pour aller lui voler quelque chose. Je peux lui voler quoi? Je peux lui voler une bannière, je peux lui voler un artefact qu'il aurait. Donc s'il avait un artefact ici, je pourrais décider d'attaquer l'artefact. Et je peux le bannir. Le bannir, c'est lui-même que je vais aller virer. Alors, si je le bannis, il va perdre la moitié de ses ressources en tant que faveur. Donc l'or qu'il aurait ici perdrait la moitié. Et je choisirai sur quelle case du jeu j'irai l'envoyer. Si je décide de lui voler un artefact et que je le gagne, je vais prendre l'artefact. Si je décide de voler une bannière et que je gagne, je vais prendre la bannière. La différence au niveau d'une bannière ici, c'est que dès qu'elle est attaquée et prise, systématiquement, la bannière du peuple se met du côté problème, donc celle où on va devoir payer 2 ressources dessus à chaque fois, donc devoir de payer immédiatement des faveurs intéressantes. Mais surtout, quand on fait un combat et qu'on la vole, on retire dessous, qui sont détruits. Quand on attaque une bannière du secret noir, on retire 2 livres. Donc dans le même cas de figure, on va attaquer, mais en plus on va faire descendre la valeur de défense quelque part de la bannière qu'on vient d'aller chercher. Alors, ça se passe exactement de la même manière. On va donc compter ici ce qu'il a en défense. Eh bien, sa défense va dépendre de ce qu'on va attaquer. Si on l'attaque lui, il a 2 dés de défense, plus 1 par petit bonhomme présent. Si on attaque une relique, sur la relique, il est indiqué la défense qui est associée. Si on attaque une bannière, la défense de la bannière dépend du nombre de livres ou du nombre de pièces qui se trouvent ici. Donc, attaquer la bannière de la faveur du peuple va permettre au joueur d'avoir 4 dés de défense, plus 3, les troupes qui l'accompagnent, pour se défendre. Donc selon l'endroit, selon l'action qu'on va attaquer, on va vraiment avoir des différences au niveau des nombres de jets de dés. Dans l'autre sens, si c'était le bleu qui attaquait le mauve pour lui voler, je sais pas moi, voler par exemple le grand sceptre qui vaut quand même 5 dés, donc il faut venir un petit peu fort derrière avec beaucoup de troupes pour s'assurer d'arriver à le prendre, pas facile. Ce qu'il y a comme différence, c'est que si le site appartient au joueur que j'attaque, je dois aussi attaquer le site. Et donc ici, je vais devoir à la fois attaquer le site et le personnage. Donc le plus 1 ici sera d'implication, le moins 1 dé sera d'application et on va avoir l'avantage de faire tout ceci. Donc beaucoup plus difficile si on attaque une personne sur un endroit qui est déjà en sa possession parce que c'est beaucoup plus complexe. Autre chose qui peut intervenir, c'est le housekeeper. Si je suis ici le housekeeper, j'ai un plus 1 en défense si on m'attaque parce que c'est moi quand même, on attaque quand même ma personne sur le royaume de Hauss dont je suis le gardien, donc j'ai toujours un avantage. S'il a été volé par quelqu'un d'autre, c'est l'autre personne qui a l'avantage. Si c'est un usurpateur, il a 2 dés au lieu d'en avoir un seul. Donc tout ça va être calculé pour savoir ce qui se passe. Ce n'est pas tout. Imaginons maintenant, je suis toujours ici, je suis là et j'attaque ici. Je veux prendre la province. Et bien à partir du moment où j'attaque quelque part la couleur d'un personnage, je peux attaquer toutes ces autres positions. Je peux être ici, attaquer là et là. Et donc il aurait 1 dé, 2 dés, plus 2 de défense, plus l'avantage qu'en tant qu'attaquant je perds un dé rouge. Mais donc si j'arrive avec beaucoup de personnages pour attaquer, eh bien je jetterai 6 dés moins 1, 5 dés et lui jetterai 2 dés plus 2. Donc je peux attaquer en une seule fois
plusieurs sites très importants, quand on a la volonté d'avoir, pour être le host keeper, d'avoir la suprématie, avoir plus de sites qu'un autre sur le terrain, eh bien, on peut en avoir beaucoup en disant ouais, mais il ne sait pas m'attaquer partout. Si vous attaquez partout. En une seule attaque, on peut attaquer toutes les positions où il n'y a un seul personnage. Et donc, c'est très facile de faire des attaques sur des zones multiples. Donc, n'oubliez pas qu'on peut attaquer des endroits multiples en faisant une seule attaque. On attaque toutes les positions de la couleur d'un joueur. Mais ce n'est toujours pas tout, parce qu'il y a aussi des actions ou des pouvoirs spécifiques qu'on va pouvoir utiliser. Il y a sur certaines cartes, alors que l'on peut avoir chez soi, ou comme ici, ou qu'on peut avoir sur des lieux, des symboles qui vont me permettre d'avoir des bonus. Les symboles d'attaque, c'est ceci, c'est une petite couronne avec un chevalier. Ils sont bleus, rouges ou alors neutres. Eh bien, on va les activer quand on se fait attaquer si on est propriétaire. Donc, je reviens ici, je fais une attaque simple ici. Logiquement, il a un dé bleu plus 1. Moi, j'attaque avec 3. J'ai donc 3 dés rouges moins 1, 2 dés rouges. Sauf que le propriétaire ici, il contrôle cette zone-ci. Et cette zone-ci, elle lui dit que s'il dépense un sou, je l'ai, il a droit à un dé bleu en plus. On va donc arriver à ceci. Moi, je n'ai rien de plus. Si j'avais une carte un petit peu comme lui ici, qui permettrait d'avoir un pouvoir, ici ce serait d'ignorer les boucliers, eh bien, je pourrais utiliser mon pouvoir pour augmenter, pour diminuer la force de l'adversaire. Donc, contrôler des sites qui ont des capacités de combat, on peut les utiliser même si le site n'est pas en attaque directe. On peut utiliser ces conseillers s'ils ont un pouvoir qui permet de modifier le combat, et donc on va changer un petit peu la donne, et il faut bien calculer tout ça quand on va décider d'attaquer quelqu'un ou pas. Et on n'oublie pas, celui qui perd la moitié des troupes qui étaient engagées ou qui défendaient. Si je perdais en tant que mauve ici, je perdais les 2 lieux ici, et qu'admettons que le bleu donc prenne possession des 2. J'avais 2 lieux, je perds la moitié, donc il y en a une qui repart ici et l'autre revient chez mon chef, chez le chancelier, de manière simple à ce niveau-là. Le dernier cas de figure, c'est le fait d'attaquer un joueur qui soit un citoyen et que ce citoyen en fait demande l'aide de son chef. En tant que citoyen, on ne joue pas avec les couleurs normales, on devient un mauve et donc on peut avoir l'assistance du chancelier et avoir le pouvoir sur toutes les cartes qui donnent des bonus de manière systématique. Donc attention, attaquer un citoyen, c'est aussi attaquer l'Empire, et c'est donc avoir la possibilité d'être défendu par l'empereur et par tous ses moyens, tous les pouvoirs à sa disposition. Venons-en donc aux citoyens. Comment est-ce qu'on devient citoyen? Eh bien, on devient citoyen parce que le chancelier vous le propose. Globalement, c'est ça. Le chancelier, il a le grand sceptre. Et le grand sceptre permet de transformer un exilé qui le désire en tant que citoyen. Un exilé qui devient citoyen va avoir en bonus une relique offerte par le chancelier. Donc le chancelier ici a le reliquaire impérial et il a une série de reliques et il peut dire tiens, si tu deviens citoyen, je t'offre ici cette relique-là qui fait tel ou tel pouvoir, et ainsi toi, tu rejoins l'Empire et tu viens travailler pour nous, pour la grande gloire de l'Empire de Oss. Quand je retire une carte, je vais avoir une action qui va apparaître et donc je vais avoir quelque chose de bonus ou de malus par rapport à mon jeu. Et donc chaque carte a ici la possibilité d'être enlevée pour être offerte donc à un citoyen, et qui va donc modifier le jeu du chancelier. Si un joueur accepte, et il pourrait dire tiens, je te donne aussi 2 livres en plus, bon, je suis d'accord, ok, je deviens quelqu'un de l'empereur, ce qui veut dire que toutes ces troupes qui étaient à sa couleur vont rentrer dans le rang, vont devenir des troupes de l'empereur, et toutes les zones qui étaient bleues, ici dans mon exemple, vont devenir mauve. Et on va retourner son plateau avec les actions. C'est lors de l'action de l'empereur qu'on peut faire ça. Et voilà, maintenant je suis citoyen de l'Empire. Citoyen de l'Empire, je n'ai pas le droit d'avoir une vision, je ne peux donc pas gagner sur ce mode-là, je peux gagner uniquement en faisant l'action ici d'avoir le plus de reliques ou de bannières. C'est exactement mon cas. J'ai plus de reliques ou de bannières que l'empereur, il en a une, et maintenant j'en ai 3.
Si à la fin du jeu, je suis toujours comme ça, c'est moi qui serai le successeur, pour peu que le housekeeper reste tout le temps dans les mains des mêmes joueurs. Donc, je vais mettre un joueur en plus, un joueur blanc par exemple qui se trouve ici, qui était encore un exilé, mais lui est toujours opposé aux autres, il a toujours sa manière de gagner, et le joueur ici vont jouer ensemble pour gagner, pour avoir le housekeeper dans leur rang. C'est facile, vu qu'ils ont récupéré ici la majorité au niveau du nombre de terrains conquis, vu qu'ils étaient 2-2, c'était plus intéressant effectivement qu'ils reviennent. Quelque part, on se retrouve assez heureux l'un comme l'autre de tout ceci. Simplement, le chancelier, il va devoir tout faire pour qu'à la fin du jeu, il a réussi à retirer le plus de bannières hydrauliques chez son successeur, et ainsi c'est lui qui gagne tout seul. Bon, ça c'est une autre partie du jeu. Et donc comme je l'ai dit, si maintenant je décide d'aller là et d'attaquer bleu pour lui voler, je sais pas, la bannière du peuple, la bannière du noir secret, eh bien je vais pouvoir en tant que bleu profiter de tous les avantages de combat qu'avait le mauve, parce que je fais partie de l'Empire, et donc pouvoir utiliser le fait que ici, quand on attaque dans les montagnes, on a un -1 au niveau du combat, que je vais pouvoir dire, tiens, si tu m'attaques moi, tu dois aussi attaquer ici, donc il y aura le +1 là, il y aura le +1 ici, et l'empereur va utiliser le fait qu'en défense, il a le housekeeper, et donc il va lui donner aussi à des bleus. Donc on va rassembler ses troupes. Maintenant, rien n'empêche un joueur qui fait partie de l'Empire d'attaquer le chancelier. Ça, c'est aussi possible. Simplement, il n'a pas alors les avantages de l'Empire, vu qu'il attaque lui-même de l'intérieur de l'Empire, mais le chancelier, lui, va pouvoir utiliser tous les bonus de défense qu'il peut avoir grâce à l'Empire pour se prémunir de ce vil traître qu'il attaquerait. Il y a aussi moyen, si jamais le blanc était lui aussi un membre citoyen de l'Empire, de s'attaquer l'un l'autre. Auquel cas, le chancelier il laisse faire, il regarde, il ne donne pas les avantages de l'Empire à l'un ou à l'autre, ils se défendent uniquement avec leurs moyens du port, ou il prend parti. C'est lui qui voit. C'est vraiment lui qui va décider s'il prend parti à l'attaquant ou pour l'attaque ou la défense selon ses propres intérêts. L'empereur peut amener quelqu'un dans l'Empire grâce au sceptre. Il peut aussi chasser quelqu'un de l'Empire. Il peut dire « Oh, toi, je n'aime pas ce que tu fais. En fait, tu es en train de venir, mais tu veux de mon successeur. Ça ne me plaît pas. Je te vire. » Ben oui, je peux le virer. Il a ramené tous les terrains chez moi. Et puis maintenant, je le vire et il devient bleu. Mais seulement, il n'a plus les terrains qu'il m'a donnés, ils sont toujours à l'Empire maintenant, il reste à moi. Qu'est-ce que ça coûte? Ça coûte 5 pièces, 5 faveurs, je ne les ai pas ici, à donner aux joueurs, et +1 s'il contrôle le housekeeper, +1 s'il contrôle la faveur du peuple. Et donc ici, il a la faveur du peuple, ça me coûterait 6. Il n'a pas le housekeeper. Et on va retirer 1 si le housekeeper est dans les mains du chancelier. On va retirer 1 si la bannière de la faveur du peuple était dans les mains du chancelier. Donc 5, +1, -1, selon que le joueur ou le chancelier possède le housekeeper et la faveur du peuple. Auquel cas, il devient donc un exilé tout à fait normal, avec tout son marqueur remis à 0. Je peux aussi moi-même m'auto-exiler. Donc si j'étais venu et je ne suis pas content du tout de comment ça se passe ou que je vois l'intérêt de ne pas l'être, je vais devoir payer un sou, donc une faveur, par troupe qui m'accompagne lorsque je repars et par livre que j'aurai à ma possession. Donc que le livre soit ici, que je les ai déjà placés sur le jeu, ça on s'en moque. Donc si j'ai des livres ici ou ici, alors je vais payer 1 sou par livre. Donc là-bas, je devrais payer 2 sous pour m'auto-exiler. Maintenant, je peux très bien dire avant de partir, hop, c'est gratuit, je mets une troupe là-bas, ça me coûte plus que 1 sou. Et donc, je peux le faire très facilement sans avoir de troupe pour partir et je m'auto-exile. Et c'est la fin de mon tour et je reviens ici. Donc, quand je veux m'exiler, je fais d'abord toutes mes actions et puis je m'exile. Si on ne perd pas ces actions, fait que sinon, on a fini son tour. Alors, il faut le grand sceptre pour ramener quelqu'un dans l'Empire, mais ce n'est pas nécessairement le grand sceptre, ce n'est pas nécessairement le chancelier qui va l'avoir. S'il se le fait voler, c'est le joueur qui l'a qui peut le faire. Ce qui veut dire qu'un exilé qui volerait le grand sceptre pourrait lui-même s'auto-faire membre citoyen pour rentrer dans l'Empire. Pourquoi? Parce que par exemple, il a les conditions de succession. Donc s'il va voler le grand sceptre, il a encore une condition en plus, puisque c'est toujours avoir le plus de reliques et de bannières. Il se retrouve maintenant, hop, celui-là il ne l'avait pas, imaginons.
Il se retrouve maintenant avec 3 contre 0. Il s'auto-fait rentrer en tant que citoyen. Tatam. Il s'auto-offre éventuellement une relique, tant qu'à faire, et ainsi il va pouvoir avoir encore plus de pouvoir. Donc très utile d'aller réussir à le voler pour rentrer dedans, pour avoir une condition de victoire éventuellement. Donc ça peut tourner beaucoup à ce niveau-là. Donc par contre, il ne peut pas se faire soi-même un exilé s'il dispose du grand sceptre. Celui qui dispose du grand sceptre ne peut pas redevenir un exilé, ça c'est pas possible, et le chancelier ne peut pas devenir un exilé non plus. Donc les notions de politique, les alliances, le fait qu'on devient citoyen, qu'on n'est plus citoyen, ça change totalement la donne vu que les objectifs de victoire varient selon que l'on est un citoyen, un chancelier ou un exilé. Donc c'est très important ça, et ça change parfois très vite parce que le jeu tourne ainsi. Alors dans les actions mineures que l'on peut faire, qui ne coûtent pas de pouvoir en temps, c'est effectivement le fait de changer, de récupérer des troupes qui sont ici. Attention que si je suis un citoyen et que je veux récupérer une troupe comme ceci, je dois avoir l'accord de l'Empire, donc l'accord du chancelier. Si le chancelier vous dit vous ne pouvez pas en récupérer, vous n'en récupérez pas. Vous êtes juste maître des troupes que vous avez ici. Vous pouvez engager, si vous faites une action, maintenant que j'ai de l'argent et que je dépose ici, je peux engager des troupes. Ça c'est ok, mais par contre les bouger à ce niveau-là, c'est uniquement avec l'accord de l'empereur. Regardez, donc comme je dis, regardez des reliques à votre site. Là-bas où vous êtes, ça c'est gratuit. Je peux aussi jouer les actions des cartes, ça c'est aussi gratuit. Et je peux faire l'action d'une carte même sans y être. C'est-à-dire que, hop, je vais remettre ceci, imaginons que c'était d'une fois précédente, donc n'oubliez pas quand vous nettoyez, ça va bien dans les banques associées au symbole. Si je suis le chancelier et que l'action de cette carte-ci m'intéresse, je peux la faire parce que je possède le site, donc je peux payer un livre pour faire l'action qui se trouverait ici. Je peux aller faire une action qui se trouve ailleurs, là-bas aussi. Je suis très loin, mais je suis propriétaire. Si je ne suis pas propriétaire, le blanc qui se trouve ici peut faire l'action associée à l'habitant, donc en payant un livre, pour peu qu'il soit sur le site associé. Mais par contre, il ne peut pas aller faire cette action-ci, parce que ce n'est pas lui qui maîtrise le site. Donc contrôler les sites, c'est important pour activer les pouvoirs des habitants. On a aussi les conseillers qui peuvent avoir des petits habitants. Ça ne coûte pas d'action. C'est juste faire l'action d'un habitant, soit parce qu'on est présent, soit parce qu'on contrôle la zone. Et le bleu, s'il est citoyen, il a accès à toutes les zones contrôlées par le mot, vu que c'est un citoyen. Il a donc accès à tous les pouvoirs, toutes les gestions qui sont associées à l'Empire et à ce que l'Empire contrôle. Voilà pour les règles. Dense, touffu, mais qui tourne très bien au niveau du jeu. Donc, Os est une chronique. Ce qui veut dire qu'à la fin du jeu, quand vous aurez le vainqueur, qu'il ait gagné d'une manière ou d'une autre, eh bien, vous allez avoir une fin de jeu, un nettoyage du plateau qui va préparer la partie suivante. Ça se préparer comment? Mais déjà, qui a gagné? Si c'est l'empereur qui a gagné, eh bien, il va devoir définir quel sera le prochain objectif, comment est-ce qu'on gagnera la prochaine fois. C'est lui qui va dire, bah tiens, je ne peux pas garder le housekeeper de la suprématie, je vais devoir choisir parmi les 3 autres et ce sera le prochain objectif. On commencera avec ça comme pouvoir et je serai toujours en tant que chancelier le premier, j'aurai ce qu'il faut. Par exemple, si je choisis que ce sera avoir la faveur du peuple, je commencerai avec la faveur du peuple directement chez moi, mais je définis quelles seraient les conditions. Si par contre c'est le successeur qui a gagné, eh bien la prochaine manière de jouer, de gagner, ce sera avec les conditions qu'ont mis en place le successeur. Autrement dit ici, ce sera avoir le plus de reliques et de bannières. C'était sa condition, ce sera le nouveau pouvoir de base. Si c'est quelqu'un qui a gagné en étant l'usurpateur, pareil que si c'était le chancelier, il va devoir choisir parmi les autres options. Si par contre c'est quelqu'un qui a gagné avec une vision, et que la vision n'est pas celle de suprématie, eh bien alors il va démarrer avec le housekeeper associé à cette vision. Donc on va toujours avoir quelque chose qui va être différent pour la prochaine partie. Ensuite, on va virer un petit peu toutes les cartes que l'on ne possède pas. Tous les endroits qui ne sont pas maîtrisés par nous vont être retirés. Alors je vais, pour l'exemple, admettre que le bleu a gagné et qu'il possédait ici. Eh bien, cette carte-là va être la nouvelle base de mon empire et donc elle va être celle qui va rester. Toutes les autres
qui existaient vont toutes partir. On ne va pas garder logiquement les cartes qui étaient détenues par les autres joueurs. Ce qui veut dire que ici, on va retirer tout ça, vu que c'est le mauve qui a perdu. Et lui, il va aller où? Il va aller se retrouver là-bas. Tous les autres trucs que je ne contrôlais pas vont être retirés. Et je vais remélanger parmi toutes les cartes de sites qui existent dans le jeu. Et je vais refaire, en fait, je ne vais pas aller en chercher d'autres de la boîte ici, je vais juste le mettre pour vous expliquer. Je vais refaire un nouveau site. Toutes les cartes qui auraient pu être présentes sur mon lieu vont revenir avec. Tous les artefacts qui étaient présents vont revenir avec. Donc je vais vraiment récupérer tous les lieux que je maîtrisais, vont être tout au-dessus. Alors si c'était l'Empire ou un citoyen qui avait gagné, imaginons qu'ici donc ce soit l'Empire et qu'il n'y ait pas beaucoup d'endroits, c'est pas grave. Et je vais mettre une carte ici pour l'exemple. Je me retrouve ainsi, j'ai gagné, on a toujours ceci, mais c'était l'Empire qui avait déjà commencé le jeu en étant propriétaire de l'Empire, donc l'Empire ne change pas. On va pouvoir faire des travaux pour améliorer le plateau. C'est-à-dire qu'on va pouvoir construire un édifice à sa gloire et on va remplacer une des cartes qui présente ici par un des édifices spécifiques. Par exemple celui-ci. Je remplace celle-là par celle-là. Et c'est un édifice qui va rester ici, qui ne peut pas être enlevé et qui me permet d'avoir un bonus. Donc je construis quelque chose à ma gloire. C'est un édifice maximum par endroit. Et donc je vais partir avec quelque chose qui est un petit peu plus puissant pour la prochaine partie. Parce que c'est déjà l'Empire qui avait gagné. Si j'avais déjà un édifice, je vais pouvoir en mettre un autre. Si par contre, il y avait un édifice qui était présent sur une des cartes, mais qui n'était pas une carte que le bleu maîtrisait, donc je vous ai dit, les cartes du bleu vont aller tout au-dessus. Et ça, c'était une ancienne carte qui était maîtrisée par l'Empire, d'une partie précédente, qui avait déjà un édifice. Et bien cet édifice-là va passer en déclin. Et donc il est en train d'être détruit. Ça va donc disparaître. Et cette carte-ci, comme elle avait un édifice d'un ancien empire, en fait, elle va aller se retrouver tout au fond du jeu, dans les hinterlands très très loin. Et l'empire en déclin, bien, il est là-bas. Donc tout ce qui appartient aux joueurs va monter. Si c'était déjà l'Empire qui maîtrisait le jeu et c'est l'Empire qui gagne encore, il construit un bâtiment à sa gloire. Si c'est un autre joueur qui a gagné, les bâtiments à la gloire de l'Empire précédent passent en déclin. S'ils étaient déjà en déclin, ils sont détruits et ils vont aller tout en bas du jeu. Donc ça, c'est vraiment la différence. Et si c'est l'Empire qui regagne alors que ceci était en déclin, donc prochaine partie, c'est l'Empire qui gagne, il peut alors réparer un des bâtiments qui était en déclin ou construire un nouveau bâtiment qui était sur sa nouvelle zone de victoire dans une partie suivante. Donc ça, ce sont les options de gestion. On va aussi retourner les premiers territoires. On va mettre éventuellement des reliques s'il est indiqué qu'il y a des reliques ou des symboles quelconques. Donc on va préparer la mise en place. Et puis on va voir ce que deviennent les gens. En fait, le bleu ici, il a gagné en tant qu'exilé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le chancelier, lui, il va devenir exilé. Donc la couleur qui est jouée par le chancelier va être un exilé. Les autres joueurs qui étaient présents, s'il y avait des citoyens, ils sont tous exilés. Donc le blanc, s'il était citoyen à la fin du jeu, eh bien, il va être exilé aussi. Par contre, tous les citoyens qui étaient présents, on va leur demander, ben voilà, on a un nouvel empire, qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez devenir des citoyens ou vous voulez rester exilé, vous n'êtes pas d'accord avec ceci? Et donc, le joueur qui est présent autour de la table va choisir, tiens, mon plateau blanc, la prochaine fois, ce sera un exilé ou un citoyen au début du jeu. Et la prochaine partie va partir avec cette version-là. Donc, vous forcez les joueurs suivants, qui ne sont pas nécessairement les mêmes. Il n'y a aucune obligation que ce soit les mêmes joueurs qui rejouent la prochaine partie. Vous pouvez jouer avec des tables, des personnes différentes. Si vous revenez, vous étiez le blanc, vous voulez rejouer, vous rejouez avec le blanc. C'est très logique. Mais par contre, on peut très bien avoir des joueurs qui varient et qui endossent les rôles des personnages qui jouaient la fois précédente. Donc c'est une sorte de petite mise en place, ça va forcer un petit peu le destin au niveau du jeu et de son placement en remettant un petit peu les choses très en place par rapport à ceci. Alors dans une nouvelle partie, quand ce n'était pas la première partie ici, on va donc avoir une série de territoires qui sont peut-être révélés. Au début du jeu, on n'aura qu'une seule carte dans chaque des fosses et chaque joueur piochera 3 cartes. En gardera une, choisira où il met son marqueur de personnage en début du jeu, sachant que
le chancelier a toujours les mêmes positions, hein. Donc il maîtrise ici avec 2, il maîtrise ici avec 1, il maîtrise ici avec 1 et il est placé là. Mais les autres joueurs choisissent dans les cases révélées. Ils en choisiront une qu'ils garderont à côté d'eux et les deux qu'ils ne garderont pas seront défaussés dans l'endroit qui suit à chaque fois l'endroit où ils auront décidé de commencer. Dernière chose au niveau de la mise en place de la préparation du tour suivant, c'est le vainqueur. Le vainqueur, il avait des habitants, il avait des personnes, des conseillers qui étaient avec lui. On va voir quelle est la faction qui est majoritaire chez lui. Eh bien, si ici par exemple ce sont les maisons, donc c'est le cœur du foyer, eh bien je vais pouvoir aller chercher dans le stock de cartes que j'ai supplémentaire, je vais chercher 3 cartes au hasard qui font partie de la faction Earth. 2 de Beast et 1 de Nomade. Donc je vais prendre 3 de celles que je suis majoritaire. Si j'ai égalité, je choisis. 3 ici, 2 du suivant, 1 du suivant. Et je vais remettre 6 nouvelles cartes dans le jeu. Comme j'en mets 6, je vais en retirer 6 de celles existantes. Et donc on va toujours avoir le même nombre de cartes au niveau du monde. On va ensuite repréparer le monde ici. Pour que les 10 premières cartes, dans les 10 premières cartes, on trouve 2 cartes de vision. Dans les 15 suivantes, on va en retrouver 3. Et le reste du paquet sera le monde. Et quand on pioche au début du jeu pour donner les cartes aux joueurs pour préparer les défausses, on pioche toujours par le bas pour ne pas détruire ce qui a été fait au niveau du haut. C'est très logique. Pour terminer, quand vous avez bien préparé tout ceci et qu'il est l'heure de ranger, vous allez reprendre tout ceci en partant de la fin, les remettre l'un sur l'autre pour refaire une pile et tout ça vous allez le mettre dans une boîte prévue à cet effet et donc vous aurez facile ensuite pour les remettre dans l'autre sens, du haut vers le bas et tout sera assez vite repréparé. Oath est un jeu très spécial parce que c'est un jeu où le plus important c'est la partie et c'est pas le vainqueur. Vous allez voir, vous allez vivre des choses pour peu que vous soyez vraiment dedans avec des trahisons, des retournements, des possibilités pour l'un de gagner puis pour l'autre, des actions conjointes pour empêcher quelqu'un gagne et pour que la partie continue en fait, pour essayer soi-même d'être vainqueur. Mais le plus important, à la limite, c'est pas nécessairement d'avoir gagné soi, bien sûr c'est notre but ultime, mais c'est l'aventure qu'on aura vécue et toutes les histoires qui seront autour. C'est un jeu dont on se rappelle des parties beaucoup plus qu'un autre jeu plus calculateur où on va avoir un plaisir intellectuel de jeu, mais pas nécessairement un plaisir dans le jeu avec les autres joueurs. Ce qui est vraiment le cas pour Oath, c'est l'aventure le plus important au niveau du jeu parce que pour le reste, oui, il peut y avoir de kingmaking parce qu'un joueur peut décider de ne pas attaquer un autre et au final de le laisser gagner. C'est la décision qu'il a de dire bah, ok, moi je l'attaque pas et puis c'est bon, la partie est terminée. Mais ce n'est pas ça nécessairement le plus important. Le plus important, c'est effectivement les trahisons, les gens qu'on ramène chez soi, qui acceptent de devenir un citoyen, puis après qui vous tapent un couteau dans le dos en partant, en vous volant le sceptre. Que sais-je, ce sont plein de choses qui sont possibles et ça permet vraiment beaucoup de choses et plus il y a de joueurs, plus c'est difficile de contrer tout le monde et plus il y a des retournements, des actions qui vont se faire, parfois des cartes qui sont tirées alors qu'il n'y avait plus aucun espoir, qui vous redonnent un espoir qu'on va jouer encore un tour de plus. C'est pas nécessairement facile de tenir tout un tour avec une condition de victoire parce que tout le monde vous en veut. Mais c'est vraiment possible de le terminer et parfois le jet de dés va faire qu'effectivement ça va être gagné ou perdu au bon timing, au mauvais timing, sur un jet de dés, sur beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses que l'on vit dans Oath et c'est vraiment tout ce qui est bien, tout ce qu'on aime dedans. Voilà, je vous ai expliqué le jeu dans ses détails de gestion, je vous ai expliqué comment faire pour gagner, ce qui est vraiment très important de bien comprendre quels sont les objectifs. C'est la première chose à expliquer au niveau de Oath. Voilà. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Si c'est le cas, n'oubliez pas de laisser un petit pouce bleu, abonnez-vous. Et pour le reste, maintenant c'est à vous de jouer. Bon jeu!